Donc bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous voir nombreux parce que ça montre que c'est un sujet qui a du sens et qui est important aujourd'hui. Et la preuve en est que plus les années passent, plus Orwell a du succès, plus son livre est édité. Il y a vraiment une courbe ascendante régulière avec une augmentation du nombre d'éditions chaque année. Donc le titre de la conférence, c'était 1984 ou 2084, et si Orwell avait vu juste, j'ai pas osé mettre 2024, c'était trop polémique. Et donc on a vraiment une apogée en fait de 1984 pendant le confinement qui va ramener pas mal de questionnements avec un adjectif qu'on emploie de plus en plus souvent qui est l'adjectif orwellien. Et c'est un adjectif qu'on emploie pour décrire des systèmes dans lesquels les libertés sont bafouées, à commencer par la vie privée. Mais peut-être que cette qualification est un peu réductrice. Et donc l'idée de cette conférence, c'est d'aller à la rencontre d'Orwell. On connaît son œuvre, mais on connaît souvent pas sa vie. En tout cas, avant de préparer cette conférence, je ne connaissais pas sa vie et elle est riche de sens pour comprendre son ouvrage, puisqu'il a vraiment vécu, il a mené une vie à l'image de ses convictions. Et donc, je vous présenterai sa pensée politique, qui est en lien avec pas mal de questionnements intellectuels. On fera un petit résumé sur le livre, parce que je sais qu'il y a des personnes dans la salle qui l'ont pas lu. Et on discutera les idées essentielles, à savoir la question du pouvoir, la question de la vérité, la question de la dignité, ou en tout cas ce que lui appelait la décence. Alors, je vais commencer par la biographie. Alors Orwell, George Orwell, ce n'est pas son prénom. Orwell, c'était le nom d'une rivière au Royaume-Uni. Il s'appelle Eric Arthur Blair et il naît en Inde en 1903. Et donc son père travaillait pour la régie de l'opium et sa mère était la fille d'un Français, d'un négociant en bois tropical. En 1911, il va avoir une bourse, il va rentrer dans un pensionnat où il aura des notes excellentes, mais il en garde un souvenir cauchemardesque de cette ambiance confinée et très, très difficile du pensionnat. En 1917, il a une bourse, il rentre à l'Eton College et son professeur de français, c'est Huxley, celui qui a écrit Le meilleur des mondes. Donc, dès l'âge de 15-16 ans, il rencontre Huxley. Et en fait, il y a des témoignages qui disent que très tôt, il exprimait le fait de vouloir écrire une utopie. Il s'intéressait également beaucoup à la poésie. Il va réussir en 1922 l'examen de la police indienne impériale et il va aller travailler en Birmanie. Et donc, il va passer 5 années d'ennui au son des clairons. C'est comme ça qu'il les appelle. En fait, il est commissaire adjoint dans cette période où il y a une vraie répression des indépendantistes. Et donc, il va se trouver dans la position de celui qui réprime, puisqu'il est anglais en Birmanie et qu'il va lutter contre les indépendantistes. Et ça, il va très mal le vivre. C'est pour ça d'ailleurs qu'au bout de 5 ans, il décide de rentrer en Angleterre avec un profond dégoût pour l'institution coloniale. Et donc il écrira en rentrant, quelques années plus tard, « Hitler n'est que le spectre de notre propre passé qui s'élève contre nous », à partir de cette vision qu'il a du colonialisme. Et quand il sera en Birmanie, il va vraiment fustiger la destruction de l'environnement par la mécanisation. Je vous le dirai plus tard, mais on dit que Orwell est un des premiers penseurs de la décroissance. Et très vite, il va être touché par la destruction de l'environnement. La terre environnante est un monceau de déchets. Toute la végétation a été tuée par les vapeurs de dioxyde de soufre. Donc ce que font les colons en Birmanie, ça va beaucoup le toucher. Donc on voit que... et ça, c'est dans les années 1925. En 1927, donc c'est l'année où il démissionne, où il regagne l'Angleterre et il va décider de se consacrer à l'écriture et il va écrire des poèmes. Et une amie à lui écrit que ses poèmes sont assez faibles et qu'il devrait plutôt se concentrer à l'écriture d'autres choses. Et donc il va explorer les bas-fonds de la mégapole londonienne parce qu'il décide de s'intéresser à la précarité, à la pauvreté. Et il va décider de vivre dans la dèche pour vivre avec les plus pauvres et pouvoir écrire sur la précarité.
Et il va poursuivre son enquête à Paris. Donc il arrive à Paris, toujours en 1927, où il va vivre dans une immense précarité. Il fait la plonge dans un hôtel parisien. Et il explore la misère, il va partager une vie avec les vagabonds, il va vivre en tant que SDF. Et il va même il veut passer Noël en prison avec les plus défavorisés. Et donc il va essayer de se faire arrêter sur la voie publique en simulant un état d'ébriété, mais ça va pas marcher et la police va refuser de l'arrêter. Et donc il ne passera pas Noël en prison à Paris. Donc on voit un peu le personnage qui est vraiment qui est touché par la misère et qui veut la comprendre, mais pas dans une clé intellectuelle, mais vraiment qui veut la vivre. Bon, en 1932, il va enseigner à Hawthorne High School. Et à cette époque, il va écrire Dans la dèche à Paris. C'est un ouvrage qui va peu se vendre. Et il va enchaîner plusieurs pneumonies. Il a une santé fragile, il fume beaucoup et il est tuberculeux. Il écrit en 1934 son deuxième roman, Une fille de pasteur, pareil, ça ne marchera pas très bien. Et il décide de travailler dans une librairie, de quitter l'enseignement et de travailler dans une librairie. Et à cette époque, on va lui commander une étude sur la vie des mineurs anglais. Et donc, il va se faire embaucher dans les mines. Moi, ça me fait penser un peu à son double féminin. On est en 1934. Yasmine, qui est là, avait fait une conférence aussi sur Simone Veil, où elle nous raconte comment elle va avec les travailleurs, comment elle part en guerre. Lui, c'est un peu pareil. Il va travailler dans les mines. Il va vivre dans des foyers de mineurs. Il va éplucher leurs comptes, leur budget, pour comprendre vraiment avec quoi ils vivent. Et donc, il est vraiment frappé par cette misère, et c'est à cette époque qu'il va épouser la cause du socialisme. Et il va développer un mépris pour les intellectuels socialistes qu'il trouve moralisateurs. Il trouve que les socialistes sont aveuglés par l'idéologie, par leurs grandes théories abstraites et prétentieuses, et qu'ils ne sont pas du tout attentifs à la réalité de ce que vit le prolétariat. Et donc il va proposer un socialisme humble, non dogmatique, non intellectuel. Un socialisme qu'il appelle le socialisme du bon sens, qui a pour objectif de rendre le monde meilleur et de permettre aux hommes d'avoir une vie décente. Il n'utilise pas le mot dignité, pour lui c'est vraiment la question de qu'est-ce que la décence minimum humaine. Et donc il n'est pas dans l'égalitarisme absolu, il n'est pas communiste, c'est vraiment l'idée d'une décence commune, qui est due à tous les hommes. En 1936, le général Franco mène son coup d'État et donc il décide, comme Simone Veil, d'aller se rendre sur place pour combattre. Et donc il va rejoindre le Parti ouvrier d'unification marxiste, qui est le POUM. Et c'est à cette époque qu'il va faire l'expérience d'un vécu dans un microcosme, il appelle ça un microcosme sans classe sociale. Mais c'est aussi à cette époque où il va rencontrer ce qu'il va appeler ensuite la double pensée, c'est-à-dire le détachement de la réalité, puisqu'il va écrire « J'ai vu l'histoire rédigée, non pas conformément à ce qui s'était réellement passé, mais à ce qui était censé s'être passé selon les diverses lignes du parti ». Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver, puisque le héros de 1984, c'est son travail, de réécrire l'histoire selon les lignes du parti. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'il a imaginé, c'est quelque chose qu'il a vécu pendant la guerre d'Espagne. En 1938, il s'affirme comme un anti-stalinien et il est proche plutôt des anarchistes et des trotskistes, et il va adhérer au Parti travailliste indépendant. Au début, un peu opposé au réarmement contre l'Allemagne, puisqu'il est plutôt pacifiste, et puis il va vite comprendre que le réarmement est nécessaire. Les choses vont un peu changer donc avec le pacte germano-soviétique en 1939, où il va se découvrir patriote, mais patriote révolutionnaire, et donc il expliquera vraiment la différence entre le patriotisme et le nationalisme. Donc ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Là, il y a des éléments dont je vais reparler plus tard, mais c'est pour qu'on puisse les situer dans sa vie. Et donc, il va comprendre l'engouement pour Hitler, puisqu'il écrit « Hitler sait que les êtres humains ne veulent pas seulement le confort, qu'ils ne veulent pas seulement la sécurité, les heures de travail de courte durée, l'hygiène, le contrôle des naissances. Ils ont également, au moins par intermittence, l'envie de lutte et de sacrifice de soi, pour ne pas mentionner les tambours, les drapeaux et les défilés. Peu importe comment sont leurs théories économiques, le fascisme et le nazisme sont plus sonores psychologiquement que toute conception hédoniste de la vie. »
Donc une réelle compréhension du fait que Hitler est en train de proposer la grandeur alors que le monde, l'Europe est en train de se tourner vers une forme de matérialisme avec un profond perte de sens. Et donc pendant la guerre, en fait, il va travailler pour les journaux, il va devenir journaliste, il va tenir une chronique pour la Tribune qui va plutôt bien marcher. Et c'est en 1941 qu'il écrit son premier roman politique à succès qui est La ferme des animaux, qui est une satire en fait animalière du système soviétique. Et à cette époque, en fait, son cœur est tel, il est tellement humaniste qu'il va adopter un enfant. Ils adoptent un petit garçon, enfin un enfant, un très jeune enfant, et son épouse avec qui il adopte cet enfant meurt quand l'enfant a 1 an. Et donc il va élever cet enfant accompagné de sa sœur, qui viendra le soutenir. Et donc en 1945, il va être le premier à parler de la guerre froide. Ce terme, en fait, c'est Orwell qui est le premier à poser le terme de guerre froide, ce terme qu'on a tous appris à l'école. C'est le premier qui va poser ce mot par rapport au fait que les systèmes, en fait, sont enquistés. Il va, à cette époque, en 1945, se retirer sur une île proche des gens ordinaires, dans une ferme sur l'île de Jura, qui est une île en Écosse. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va se consacrer à l'écriture de 1984 et à élever son fils. En 1949, va être publié 1 an avant sa mort, 1984, qui va connaître un immense succès tout de suite. Donc, il connaîtra le succès de son ouvrage avant sa mort. Donc voilà pour sa vie. Il meurt à l'âge de 46 ans, en 1950, donc juste avant, pour vous situer, la publication des origines du totalitarisme d'Hannah Arendt. Donc pour comprendre un peu mieux sa vision politique, puisque c'est un livre qui est très politique, en fait il est anarchiste, il se dit anarchiste conservateur. Il est anarchiste, il rejette le système dans lequel il vit, mais il est conservateur parce qu'il est conservateur des valeurs morales. Et c'est pour ça, en fait, qu'il rejette le socialisme, et encore, il n'a pas connu le socialisme d'aujourd'hui, qui est très progressiste sur cette question des valeurs morales. Et donc, il va critiquer l'intellectualisme de gauche, qui est complètement déconnecté du réel. Et il dit aujourd'hui à l'époque, les socialistes considèrent le socialisme comme une science. Ils sont devenus des techniciens intellectuels, et donc seuls ceux qui ont la science et donc la connaissance ont le droit de penser et d'avoir le pouvoir. Or, pour lui, c'est ce socialisme scientifique intellectuel, vraiment une vision scientifique intello de quelque chose à la base de plutôt humanisme et humain, qui va amener à construire des théories à 1000 lieues de ce qu'est vraiment le socialisme. Et on le voit par exemple aujourd'hui avec la théorie du genre, où en fait l'idée elle est humaniste, c'est une très belle idée d'égalité, mais on a construit une théorie un petit peu scientifique dans laquelle on n'ose même plus affirmer la vérité qu'une fille et un garçon sont anatomiquement différents. En fait, on a pensé, d'un point de vue un peu intellectuel, une théorie complètement déconnectée de la réalité simple, anatomique, sans porter de jugement de valeur aucun. Et donc il écrit « Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, les mots de progrès et de socialisme sont liés de manière indissociable dans l'esprit de la plupart des gens. » Et donc pour lui, la montée du fascisme est la faute des socialistes qui n'ont pas su promouvoir le socialisme, humanisme tel qu'il devrait exister. Les socialistes ne se sont jamais attachés à montrer de façon suffisamment nette que le socialisme a pour fin essentielle la justice et la liberté. L'œil rivé sur le fait économique, ils ont toujours agi comme si l'âme n'existait pas chez l'homme et lui ont proposé comme objectif suprême l'instauration d'une utopie matérialiste. Grâce à quoi le fascisme a pu jouer de tous les instincts en révolte contre l'hédonisme et contre cette conception assez vile du progrès. Donc on voit comment en fait Hitler se positionne dans un monde qui, soi-disant humaniste, devient complètement matérialiste. Et ce qu'il a compris là nous explique très bien comment ensuite s'est développé le socialisme et comment on en arrive à la situation politique actuelle. Et donc, dans 1984, le parti politique
qui s'appelle AngSoc. AngSoc, ça veut dire socialisme anglais. Donc en fait, c'est pas un parti complètement inventé. Il décrit ce qu'il considère comme la dérive du pouvoir déjà en place. Et donc Orwell, lui, il ancre vraiment son idée socialiste dans la liberté, dans l'égalité et dans l'idée de décence, des vertus humaines de base, qui sont les vertus des gens ordinaires. Et donc c'est pour ça qu'il finit sa vie dans une ferme, il veut se rapprocher des gens ordinaires, qu'il a côtoyés quand il était dans la Dèche à Paris, quand il était au fond des mines. Et donc il est plus facile de conserver un minimum de bon sens et d'honnêteté lorsqu'on se tient à distance du pouvoir. Donc c'est pour ça aussi que les gens ordinaires ont pas cette dérive. Et pour lui, les gens ordinaires sont moins enclins à renier leur code moral et à admettre que 2 et 2 font 5. Donc 2 et 2 font 4, 2 et 2 font 5, c'est quelque chose qu'il va ramener dans 1984. Donc voilà, pour vous le positionner, vous présenter son positionnement politique. C'est important parce que comme aujourd'hui, beaucoup tirent à eux Orwell, il y a beaucoup de récupération d'Orwell, c'est important d'être bien clair sur son positionnement politique. Donc le livre 1984, publié en 1949, un an avant son décès, alors qu'il a 45 ans. Donc au moment de sa vie, comme je vous le disais, il vit avec son fils. Et alors j'ai écouté un très bel interview de son fils Richard qui est toujours en vie et qui nous permet un peu de se représenter les conditions dans lesquelles il écrit ce livre, où il est malade, il est régulièrement alité, alors il est tuberculeux. Dans le monde de l'oncologie, on pense qu'il a un cancer du poumon, mais non diagnostiqué parce que les symptômes qu'il décrit sont assez questionnent et a priori il avait toujours une cigarette à la bouche. Et donc il est seul avec son fils, c'était un père plutôt aimant, attentionné, qui fabriquait des jouets en bois à son fils, qui était assez permissif, a priori. Et donc, faut l'imaginer, écrivant, s'occupant de son fils, alité, et comme ça, 1984 voit le jour. Le titre initial, ce n'était pas 1984, c'était Le Dernier Homme. En fait, le dernier homme détenteur de ces fameuses valeurs. Et puis, en fait, le roman s'appelle 1984 pour 2 raisons. D'abord, c'est un anagramme de 1948, c'est-à-dire l'année d'avant sa parution, puisqu'en fait, pour lui, on y est déjà, on l'a vu, c'est le gouvernement globalement en place, c'est l'année à laquelle c'est écrit, et il décrit en fait un monde qui est déjà possible. Le monde qu'il décrit, c'est un double fantomatique du Londres des années 1948. Et il n'y a pas de grosse innovation technologique. En fait, il ne fait qu'assembler des choses qui existaient déjà en 48, des télévisions, des caméras, des haut-parleurs, mais en fait, il n'y a rien de complètement novateur d'un point de vue technique. Donc il décrit un monde qui, pour lui, est quasiment déjà en place. Et en fait, son épouse avait également écrit un texte qu'elle avait écrit en 1984, et donc il n'y a pas de hasard, et donc il change le titre de son livre avant l'apparition. Alors, l'histoire du livre. L'histoire du livre, donc, ça se passe en 1984. Juste pour avoir une petite idée, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu ? Vous êtes 4-5 à ne pas l'avoir lu. Peut-être que je vous donnerai envie, peut-être que je vais vous spolier un petit peu la fin, par contre, j'essaierai de taire la toute fin. Donc on est en 1984, on est à Londres. On est 30 ans après une guerre entre l'Est et l'Ouest, et le monde est divisé en 3 grands blocs. Donc il n'y a pas les 2 blocs soviétiques et URSS, il y a 3 grands blocs. Il y a Océania, qui est le monde dans lequel se déploie le roman, Estasia et Eurasia. Et donc il y a un monde dans lequel la politique c'est le socialisme anglais, un autre monde c'est le culte des morts, et un autre monde dans lequel c'est un néo-bolchevisme. Et donc, dans ce bloc, qui est un espace totalitaire, il va y avoir un héros. Le héros, c'est Winston Smith, qui est un héros de 39 ans et qui est employé dans un ministère, qui est le ministère de la vérité, qui s'appelle le Miniver. Et donc, le dernier homme, le titre initial du livre, c'est lui, c'est notre héros, c'est Winston. Et donc son rôle, c'est de réécrire les archives. Il passe son temps à réécrire les archives pour que le passé corresponde à la vérité dictée par le parti.
Et donc imaginons le parti perd une guerre contre les Stasia, et ben on réécrit le passé pour que tout concorde. En fait, tout est toujours réécrit de manière à ce que ça concorde toujours avec le présent et avec ce que pense le parti. Et donc, je vous disais, c'est un peu ce qu'il a vécu quand il lisait les journaux et qu'il écrit dans Hommage à la Catalogne. Et donc, ce qu'il écrit, en fait, ce sont des outils de propagande où il va employer deux moyens dont on va reparler, qui sont la novlangue, le newspeak, le néo-parler, un nouveau langage, et la logique de double pensée. Dans cette histoire, la première chose, c'est qu'il va en fait décider, son premier acte de résistance, de rébellion, c'est l'écriture d'un journal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en écrivant un journal, il va fixer le passé. Parce que le passé est tellement réécrit que plus personne ne sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Et lui, en écrivant un journal, en fait, il va fixer le passé. Et donc, il fait ça en se cachant parce que dans le monde dans lequel il vit, il y a des téléécrans partout qui surveillent tous les faits et gestes. Et donc, il se cache pour pouvoir écrire son journal. Son deuxième acte de résistance, c'est qu'il va tomber amoureux, puisque l'amour est interdit dans Océania, tout doit être pratique, efficace, on a des rapports sexuels uniquement pour procréer, contrôlés par le parti, et donc il tombe amoureux. Il tombe amoureux de Julia, qui, au premier abord, a l'air d'être une des premières à répondre aux exigences du parti, mais qui, elle aussi, est une opposante au parti, et ils vont vivre un amour clandestin. Et donc, pour vivre cet amour clandestin, ils vont aller dans l'univers des prolétaires. Ça, c'est quelque chose, quand on lit le livre, on a l'impression que tout le monde fait partie de cette classe moyenne et télésurveillée, etc. En fait, c'est pas du tout le cas. Le parti, c'est 1 ou 2% de la population. La classe moyenne dont fait partie Winston et Julia, c'est 15% de la population. Et les 85 autres pourcents, on n'en parle pas dans le livre, puisqu'on ne parle pas des prolétaires, parce que c'est du bétail, en gros. Mais donc, c'est vraiment, moi j'avais vraiment cette vision, je pensais que toute la société appartenait à cette classe télésurveillée, mais c'est pas le cas. Et donc, il va y avoir un moment de révolte où Winston et Julia vont vouloir rentrer dans le parti opposé, puisqu'il existe un parti opposé, qui est le parti de la fraternité. Et donc, ils vont aller voir O'Brien, qui est soi-disant un des émissaires du parti de la fraternité. On va leur remettre un livre qui explique ce qui se passe et comment s'opposer. Et il s'avère que tout est monté, que le parti qui exerce son pouvoir totalitaire, a même créé l'opposition. Puisque le meilleur moyen de tout contrôler, c'est de même créer une fausse opposition. Et donc il se croit en confiance, il se livre, et en fait il n'est pas du tout dans le parti de la fraternité qui s'oppose au pouvoir existant, il est juste en train de se dénoncer. Et donc à partir de là, il va être torturé jusqu'à ce qu'il devienne, en fait qu'il renonce à ses convictions et qu'il adhère au parti. Et donc c'est là que les méthodes de torture sont assez abominables, et on voit comment on va détruire complètement sa capacité de penser, et on va détruire qui il est en fait en tant qu'être humain jusqu'à ce qu'il adhère au parti. Alors je ne vais pas complètement vous spoiler parce que la fin est pas claire, puisqu'on dit qu'il est condamné à mort, mais en fait on ne sait pas clairement s'il meurt, puisque la scène de mort est pas. Donc de toute façon bon. Le suspense reste entier. Moi, je me souvenais pas s'il était mort ou pas, et en fait, je m'en souviens pas parce que justement, c'est pas clairement dit. Et ça, c'est assez important, on le reverra plus tard. Donc voilà pour le roman. J'espère que je vous ai donné les clés qui vont vous permettre de mieux comprendre la suite. Donc 1984, ce n'est pas une dystopie. Une dystopie, c'est quoi ? C'est un monde idéal dans lequel, quand on pousse les valeurs de cet idéal à leur paroxysme, on tombe dans l'enfer. Le meilleur des mondes, c'est ça. Le stalinisme, c'est un peu ça. On propose un idéal et puis finalement, on tombe dans un monde abominable. Bon, là, c'est pas une dystopie, puisqu'en fait, les hommes du groupe dirigeant, ils sont très clairs. La finalité, c'est une société inégalitaire de domination. Donc, c'est pas une dystopie, c'est une utopie d'inégalité et de domination. Je sais pas comment. C'est pas quelque chose de positif qui va dévier, quoi. Donc, la première question que pose 1984, c'est la question du pouvoir. C'est-à-dire que la finalité,
du système en place, c'est la domination, c'est le pouvoir. O'Brien, en fait, qui est celui qui se fait passer comme un opposant et qui est en fait celui qui va le torturer, lui dit que c'est très simple, ils veulent le pouvoir pour le pouvoir. Dieu, c'est le pouvoir, nous sommes les prêtres du pouvoir. Donc pour Orwell, l'histoire politique, c'est pas une idéologie. En fait, l'histoire est façonnée par la volonté des dirigeants, parce que les dirigeants, par leur soif de pouvoir, ont façonné l'histoire. Et si on prend l'histoire du dernier siècle, c'est la soif de pouvoir des dirigeants successifs qui a façonné l'histoire. Et donc, ça n'a jamais été une question d'idéologie, c'est une question de pouvoir. Et donc, le stalinisme, c'est pas la question de l'idéologie, de l'égalitarisme. Le nazisme, c'est pas la question de la supériorité de la race aryenne. En fait, c'est la question du pouvoir. Et ce sont pour lui des révolutions, des régimes totalitaires de première génération non aboutis, parce qu'ils n'ont jamais assumé que ce qu'ils défendaient, c'était pas une idéologie, c'était le pouvoir. Et donc, O'Brien dit, les nazis et les staliniens se sont empêtrés dans leur idéologie respective, qu'ils se sont arrêtés à mi-chemin. Ils n'ont pas osé reconnaître qu'ils voulaient le pouvoir pour lui-même, et que la clé du pouvoir sur les esprits n'est pas la terreur, mais bien la dislocation des capacités de connaissance et de pensée de l'être humain. C'est-à-dire avoir le pouvoir et être capable de faire qu'un être humain ne puisse plus penser. Et donc pour Arendt, l'expression totalitaire du pouvoir, elle se vit sur les camps de concentration. Pour Orwell, le pouvoir totalitaire, c'est le pouvoir sur l'esprit. C'est pas une question de camp de concentration, c'est même pas la question de la torture finale, c'est la question de la destruction de l'esprit. On n'a pas essayé de détruire l'esprit des Juifs, on n'a pas essayé de les convaincre à la supériorité de la race aryenne, on les a juste exterminés. Et donc quand Winston est finalement converti, c'est-à-dire que le parti a réussi à exercer complètement son pouvoir sur son esprit, et donc on ne sait pas s'il meurt, mais en fait c'est pas important qu'il meure. Ce qui est important, c'est qu'il soit converti. Théoriquement, dans un système totalitaire tel qu'on les connaît, l'objectif c'est d'exterminer l'opposition. Ça sert à quoi de la convertir pour la condamner à mort après ? C'est vraiment ça qui est dit, c'est l'idée du pouvoir sur l'esprit. Et donc pour Orwell, il n'y a pas dans les systèmes politiques actuels d'idéal humanisme, il y a seulement une volonté de pouvoir qui s'exprime. Alors on va faire des petits parallèles sur des choses plus actuelles, mais il faut bien comprendre que l'objectif premier du roman, je vous ai expliqué ses convictions politiques, c'est de montrer qu'il y a un effet potentiellement totalitaire de la volonté de puissance et de pouvoir des intellectuels socialistes de la classe moyenne, ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui, en fait, d'un point de vue de la morale, veulent l'égalité, mais ce sont ces mêmes personnes qui sont responsables du progrès économique, du progrès culturel, et qu'il y a vraiment là, et que le danger est là. Et donc, d'un côté, pour lui, voilà, le système dans lequel on vit n'est possible que dans un monde schizophrène qui accepte la double pensée. C'est-à-dire, on veut l'égalité socialiste, mais on veut le progrès et on veut le pouvoir. Et ceux qui veulent l'égalité sont les premiers, dit-il, à vouloir s'emparer du fouet. Et donc c'est pour ça qu'il va décrire un monde un peu schizophrène de double pensée, parce que pour lui, la problématique, c'est la schizophrénie du monde socialiste. Mais il est socialiste, mais humaniste. Et donc il va critiquer le stalinisme et le nazisme, et pour lui, le stalinisme, entre guillemets, c'est pire. Pourquoi ? Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à penser le contraire, parce que le stalinisme a proposé une égalité, les valeurs initiales étaient humanisme, mais lui, ce qu'il dit, c'est que c'est pire, parce qu'ils ont menti, ils n'ont pas été honnêtes, ils ont posé l'égalité, alors que leur seule volonté, c'était le pouvoir et la tyrannie. Les nazis, ils ont été très clairs, ils ont dit, il y a une race supérieure, elle va tout dominer, et puis comme elle va tout dominer, elle va exterminer tout le monde. Mais au moins, c'était honnête. C'était pas schizophrène, il n'y avait pas de double pensée, il y avait une pensée, on est supérieur et on extermine tout le monde. Alors que, à contrario de ce qu'a fait le stalinisme. Et c'est pour ça qu'il est très critique vis-à-vis de ça. Alors pour lui, on ne s'effondre pas vers un effondrement général,
mais vers une époque horriblement stable, qui conduit à une guerre larvée. Et il disait que c'était stable, et 70 ans plus tard, ça n'a pas beaucoup changé. Donc il n'avait peut-être pas tort sur la question de la stabilité. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va parler de guerre froide. En fait, quand il parle de guerre froide, au début, c'est pas la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. C'est la guerre froide au sens de cette guerre larvée, où tout est figé, parce qu'on est dans une société de confort, qu'on aime nos vies qui sont parfaitement contrôlées, et qu'on est prêt à tout accepter au nom de la paix. Tout comme il n'y a pas eu la guerre au nom de la paix, et bien pour lui la guerre est larvée, mais la guerre symbolique, la guerre de l'homme, parce que l'homme est prêt à tout accepter au nom de la paix. Et donc pas de révolte possible contre les dirigeants, mais pas non plus de combat intérieur, c'est-à-dire de combat contre nous-mêmes, pour vivre nos valeurs morales, parce que on est enfermé dans une société de confort. Alors c'est vrai que nous, dans nos cours de philo, on parle beaucoup du combat intérieur, du combat contre soi pour vivre ses valeurs, pour grandir. Bon ben là, en fait, la guerre est larvée, il n'y a pas de combat. Alors un petit axe de réflexion qui dépasse un peu ce qu'a dit Orwell, mais ce que pose Orwell, en fait, c'est que, quoi qu'il arrive, les hommes cherchent le pouvoir. Et donc, mon questionnement par rapport à ça, c'est si la finalité de l'homme est le pouvoir, en fait, qu'est-ce que l'expression du pouvoir ? Il écrit « Le socialisme a agi comme si l'âme n'existait pas chez l'homme. » Et est-ce que le fond du problème n'est pas là ? L'expression du pouvoir semble naturelle. On a tendance à dire que la nature est gentille, mais en fait, toutes les espèces dominent d'autres espèces dans un cycle de la vie. On ne peut, même avec des barrages, contenir la puissance et le pouvoir de l'eau. Les plantes sont toujours en croissance vers la lumière. Enfin, l'expression du pouvoir et de la puissance, elle est naturelle, elle est inhérente à l'homme. Et donc, si la quête du pouvoir est intrinsèque à l'être humain, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'est l'expression du pouvoir ? Peut-être que c'est justement parce que l'âme humaine est délaissée qu'on ne va plus chercher un pouvoir sur soi, mais un pouvoir sur les autres, sur les circonstances, sur les autres, sur la nature, sur les animaux, c'est-à-dire un pouvoir externe et pas un pouvoir interne. Donc voilà, c'est un axe de réflexion, mais peut-être que le fond du problème n'est pas la question du pouvoir, parce que là, on a l'impression que le pouvoir, c'est horrible. Mais à mon avis, là, c'est plutôt une réflexion personnelle, mais c'est est-ce que la problématique n'est pas que l'expression du pouvoir est mal orientée ? Et qu'il faudrait réorienter le pouvoir vers un pouvoir qui commence par le pouvoir sur soi. Se maîtriser, se dominer notre personnalité pour pouvoir vivre nos valeurs profondes, enfin. Donc le premier combat, le combat du pouvoir. Son deuxième combat, c'est le combat pour la vérité. Comme le disait Alain, il n'y a pas de tyran qui aime la vérité n'obéit pas. La vérité est. Voilà, Orwell aimait bien cette citation. Dans 1984, Orwell défend la raison et la vérité objective, l'existence d'une vérité objective. Il écrit le concept de vérité objective, alors ça il l'écrit en 1944, le concept de vérité objective est quelque chose qui existe en dehors de nous. On le verra, mais ça c'est très intéressant à l'époque où tout est relatif, à l'époque du relativisme absolu. Lui écrit que le concept de vérité existe en dehors de nous. Quelque chose qui est à découvrir et non quelque chose qu'on peut fabriquer selon les besoins du moment. Ce qu'il y a de vraiment effrayant dans le totalitarisme, ce n'est pas qu'il commet des atrocités, mais qu'il s'attaque à ce concept. La disparition de la vérité m'effraie bien plus que les bombes. Et donc Winston, son héros, le fameux dernier homme, dit dans 1984 « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4 ». Et alors cette phrase, en fait, il ne la choisit pas par hasard, Orwell. Il tombe sur une affiche soviétique de 1931, une affiche sur laquelle est écrit en énorme « 2 plus 2 égale 5 ». Donc c'est même pas une invention. Et les soviétiques avaient mis cette affiche
pour convaincre que le travail qui devait, dans le plan initial, être établi sur 5 ans, devait être effectué en 4 ans. Donc c'était voilà, de la propagande pour accélérer la production initialement planifiée sur 5 ans, en disant 2 plus 2 font 5, hein, et en 4 ans, vous ferez la production qui devait être faite sur 5 ans. Donc ça a existé. Et donc pour lui, le problème du totalitarisme, c'est pas qu'il mente, c'est qu'ils détruisent l'idée même de vérité objective. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui avec le politicien. Les policiers mentent, on le sait. Hein, c'est ce qu'on appelle la diplomatie, peut-être. En tout cas, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont décidé que la vérité n'avait plus d'importance. Que ce soit à l'ère du Covid, je ne vais pas m'étendre sur le Covid, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais également avec les climato-sceptiques. En fait, les climato-sceptiques, leur question n'est pas de savoir si le réchauffement climatique est vrai ou faux. Ce n'est pas la question de la vérité des preuves scientifiques ou des preuves évidentes. L'importance, c'est de plaire. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler du réchauffement climatique parce que ça demande de faire des sacrifices qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, les climato-sceptiques ne sont pas dans le déni. C'est pas un déni, un mécanisme de défense, ils refusent de le voir parce que ça leur fait trop peur, c'est trop... Non, c'est que la question de la vérité n'est pas le problème. On ne se demande pas si c'est vrai ou faux, on pose juste le fait que ça ne nous arrange pas. Alors on va dire que c'est faux. Alors le conte préféré d'Orwell quand il était petit, c'était le conte d'Anderson, que vous connaissez peut-être, Les habits neufs de l'empereur, qui est un conte où on présente l'empereur avec des habits neufs et puis tous les courtisans disent « Oh là là, comme vous êtes bien habillé, votre tenue, blablabla, votre chemise, etc. » jusqu'à ce qu'un enfant arrive et dise « Mais l'empereur est nu !» Et Le Monde a repris un peu ça, hein. Il a écrit un article a publié un article sur le climat qui disait « Les habits neufs du scepticisme ». Mais la Terre est nue, donc c'est un peu la même chose. Donc la problématique est celle de la vérité, et aujourd'hui, la vérité est également mise de côté à l'ère du relativisme, à l'ère du « rien n'est vrai en soi, tout est relatif ». Et j'entendais il n'y a pas longtemps à la radio un prof de philo qui disait « mais en fait, on ne peut plus faire de philosophie, hein, un prof en terminale, parce qu'en fait, dès qu'on pose une question, la conclusion, c'est tout est relatif, chacun pense ce qu'il veut, il n'y a pas de vérité absolue, comme tout est relatif, on tolère tout, et en fait, on ne peut plus philosopher. À partir du moment où les jeunes partent de l'axiome que tout est relatif, il n'y a aucune discussion possible. Donc, il est vrai que personne ne détient la vérité absolue, parce qu'elle ne nous est pas accessible. On tend vers, on essaye de s'en rapprocher, on vit dans un monde d'illusions, on vit dans un monde d'apparence, et parfois on a des moments de captation, des moments d'intuition, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas accès à la vérité absolue qu'il n'y a pas d'idées, comme le disait Platon, hein, un monde des idées, qu'il n'y a pas de loi universelle, le monde est régi par des lois. Qu'on n'y ait pas accès, c'est autre chose. Et petite parenthèse, hein, mais d'ailleurs, Camus, dans sa théorie de l'absurde, il ne disait pas que le monde était absurde. Il disait qu'il y avait des vérités et que l'absurdité, c'était que l'homme, le sentiment de l'absurde, venait du fait que l'homme ne pouvait pas accéder à cette vérité. Hein, donc même des philosophes, on va dire, un peu plus existentialistes, n'étaient pas en désaccord avec l'existence d'une vérité. Mais elle ne nous est pas accessible. Et du coup, le fait de ne pas y avoir accès... est-ce que c'est une raison suffisante pour éradiquer la vérité ? Je vous pose la question. Pour avoir le pouvoir sur l'esprit et éradiquer la vérité, ce qui va être mis en place, ce sont des systèmes de destruction du langage et de la logique. Destruction du langage, c'est ce qu'Orwell va appeler la novlangue. Alors novlangue, c'est une traduction parce que initialement, c'est le newspeak, donc c'est plutôt le néo-parler que la novlangue, nouvelle langue. Et le système de double pensée, qui lui seul permet cette schizophrénie dont on a parlé. Donc qu'est-ce que la novlangue ? Parce qu'en fait aujourd'hui il y a énormément de néo-parlers, donc c'est intéressant de comprendre ce qu'est la novlangue.
C'est une réduction délibérée du vocabulaire avec l'idée que le nombre d'idées dépend du nombre de mots qu'on a pour les exprimer. Et donc si on a moins de mots, on a moins d'idées. Et ce nouveau langage va pouvoir sculpter la conscience. Le langage sculpte les consciences. Donc, moins il y a d'idées, moins il y a de pensées, et le langage va sculpter, donc formater l'esprit. La novlangue aussi va entraîner une réduction de l'imaginaire. Et donc, s'il y a moins d'imaginaire, cela va empêcher la formation d'images mentales et donc l'émergence d'autres possibilités, puisqu'on n'arrive pas à penser autre chose. Alors, il y avait plein de théories qui disaient, mais du coup, avec cette réduction de la formation d'images mentales, en fait, 1984, qui est un des livres les plus adaptés au cinéma, n'aurait jamais dû être adapté, puisque justement, il y a cette réduction de l'imaginaire. Et donc, dans la réduction des mots, en fait, tout va se réduire à peu de mots. Donc, par exemple, pour la chasteté, on va dire le bien sexe. On enlève un mot. En gros, il y a le sexe, c'est bien, c'est mal. Pour le bon, il y a le bon, il y a le plus bon, qui est très bon, il y a le double plus bon, qui est excellent, il y a l'un bon, qui est pas bon, il y a le plus un bon, qui est mauvais, et il y a le double plus un bon, qui est détestable. Donc en fait, vous réduisez au maximum les mots, et dans mauvais, dans excellent, il y a un autre imaginaire, il y a une autre connotation. Quand je vous dis c'est double plus un bon, vous imaginez pas à quel point c'est détestable. Et donc le miniver, c'est le ministère de la vérité. Et donc la création de cette langue va permettre une rupture avec le passé. Normalement, les mots sont le fruit d'une longue histoire. Les mots qu'on emploie sont le résultat d'une tradition, d'un usage qui a été adopté, qui ont évolué, et donc il n'y a pas de rupture. Et donc là, la novlangue est un processus de déconstruction. Et c'est intéressant de le voir, notamment, je vais prendre l'exemple de l'écriture inclusive. L'idée est belle, l'ambition est noble, l'égalité. Oui, les hommes et les femmes sont égaux en dignité, en droit, en décence, en tout ce qu'on veut. Mais le moyen employé est autoritaire, parce que de manière autoritaire, en déconstruisant la grammaire, on pense qu'on va modifier les consciences. Donc, qu'on soit pour ou contre l'égalité homme-femme, c'est pas la question que je pose là. C'est juste que le moyen employé est un moyen autoritaire de déconstruction de choses qui ont mis des années à se construire pour reprogrammer les pensées. Et nous, on se dit, quand on voit ça, on se dit mais c'est génial, enfin l'égalité, les femmes qui n'ont eu le droit de vote qu'en 1944, c'est extraordinaire, mais on ne voit pas derrière qu'on est en train de nous reprogrammer. Donc, les principes des novlangues totalitaires sont l'autonomisation de la pensée, en utilisant des mots qui pensent à notre place, des mots tout faits, des abréviations, et souvent des mots qui technicisent. Aujourd'hui, on ne dit pas « je m'occupe de mes enfants », on dit « je gère mes enfants ». Vous voyez, on est dans la gestion permanente, parce qu'on est dans l'autonomisation de la pensée. L'autre chose, c'est la réduction donc drastique du vocabulaire. Moins il y a de mots, moins il y a d'idées hérétiques. Et donc là, O'Brien va dire à Winston, savez-vous que la novlangue est la seule langue dont le vocabulaire diminue chaque année? Avec enthousiasme. Et l'autre chose, c'est l'ambivalence, c'est-à-dire de jouer sur le fait que les termes sont confus, ce qui va permettre une euphémisation. Pour vous donner un exemple, l'extermination des Juifs devient la solution finale. C'est un truc horrible, et on dit c'est une solution. Donc là, c'est euphémisé, et puis en plus, c'est la dernière, donc en plus, après, vous serez tranquille. Donc l'émergence du newspeak est vraiment un moyen de contrôle de l'esprit qui va complètement altérer notre rapport à la vérité. Et donc, dans 1984, Winston travaille au ministère de la Vérité, et donc son rôle, c'est de falsifier l'information au gré des besoins du parti. Et donc, au XXIe siècle, ce ministère reprend des forces, le ministère de la Vérité, chaque fois qu'on tente de réécrire le passé. Et dans les courants woke aux États-Unis, où on ne raconte plus l'histoire parce que c'est l'histoire de l'homme blanc, en fait, c'est le miniver qui agit, c'est une tentative de réécriture du passé.
Ça n'enlève rien au fait qu'il faut moins de racisme dans un pays qui est encore beaucoup trop raciste, que les hommes, encore une fois, sont égaux en dignité, mais le passé est le passé. Et donc, on est dans un phénomène de destruction de la vérité. Et donc, il faut intégrer le passé pour reconstruire l'avenir, un avenir plus humaniste, plus égalitaire. Et on ne peut pas nier que l'histoire a une trajectoire, c'est-à-dire que ce qui va se passer est le résultat du passé. Je vous prends un exemple tout bête. On prend un match de foot, je fais un arrêt sur image et je vous dis « Regardez la balle, où est-ce qu'elle va tomber ?» Personne n'est capable de me répondre. Si vous avez vu ce qui s'est passé avant, si vous savez d'où la balle est partie, eh bien vous savez où la balle va tomber. Mais là, c'est pareil. C'est en intégrant ce qui s'est passé qu'on peut voir vers où on va et voir dans quelle mesure on peut réorienter. Mais si on prend juste l'instant T et qu'on se coupe du passé, ça ne marche pas. Et donc, Orwell écrit celui qui contrôle le passé contrôle le futur, dans 1984, hein, celui qui contrôle le présent contrôle le passé. C'est ce que dit le parti. Donc en modifiant le présent, on modifie le passé. Par rapport à toute cette question de la novlangue, Orwell va écrire avant 1984, en 1946, il va écrire quelque chose sur la politique et la langue anglaise, qui est assez intéressant. Oui, en fait, il va proposer ce que doit être le langage. Le langage doit être simple et clair. C'est un homme qui va aller vers de la simplicité. Il vaut mieux s'abstenir de recourir aux termes abstraits. Essayez de s'exprimer clairement avec des formations au plus près de la pensée, en évitant les expressions préfabriquées. Si vous simplifiez votre langage, lorsque vous formulerez une idée stupide, sa stupidité sera évidente pour tous, y compris pour vous-même. Donc, des mots simples. Et donc, l'enflure stylistique est un moyen d'euphémiser. C'est quand il y a un fossé entre les objectifs pensés et les objectifs déclarés qu'on se retrouve avec des mots interminables et incompréhensibles. Vous savez, le fameux discours politique où à la fin on dit « Et c'était quoi l'idée principale ?» et personne n'est capable de répondre. Donc, un langage simple. Et aujourd'hui, on a vraiment une novlangue managériale mondiale. C'est-à-dire que tout le système de management utilise cette novlangue avec vraiment l'idée de pouvoir formater les pensées au service d'une idéologie libérale. Et donc c'est très fin parce qu'en fait on va à la fois utiliser des éléments, amener des éléments de développement personnel, donc la boîte m'aide à me construire, hein, je me réalise dans mon travail, des éléments du bien vivre ensemble, un espèce de fourre-tout dans lequel on ne sait pas trop quoi mettre, tout ça pour aller cacher le fait que derrière il y a une hiérarchie avec l'exercice d'un pouvoir qui cherche le profit, tant sur le plan de la domination morale que sur la domination économique. Et donc on se retrouve avec des phrases du style « impulser la recherche de synergie dans le cadre d'une démarche gagnant-gagnant ». Nous enregistrons une croissance négative. Alors là, on est dans la double pensée, une croissance négative. Mais c'est pour qu'on reste dans l'idée de croissance, parce qu'on est dans le développement. Bon. Initier une pédagogie de la gouvernance. Bon, en fait, on vous explique qu'on va exercer plus de pouvoir sur vous. Et vous êtes là, ouais, une pédagogie de la gouvernance. Ils sont pédagogues, c'est extraordinaire. Bon, ça c'était pour la novlangue et ses implications aujourd'hui. La double pensée est un mode de fonctionnement psychologique fondé sur le mensonge à soi-même, ce qui va permettre simultanément de penser deux thèses incompatibles, au mépris de la vérité. Et alors là, il y a de très beaux exemples qu'on trouve en tête de chapitre dans le roman. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Et Orwell dira même dans 1984, même pour comprendre le mot double pensée, il fallait faire appel à la double pensée. Alors, on parle souvent ici dans nos cours de philo de la logique du « et », le fait de relier les contraires. Mais parce que relier les contraires, c'est dans le plan des idées universelles, c'est dans le domaine des idées de l'invisible, c'est pas sur des thèses concrètes incarnées. Et donc c'est ce système de double pensée qui explique la gouvernance schizophrène socialiste actuelle, c'est-à-dire on met en place, on exerce un pouvoir, on va dire excessif, au nom de l'égalité. Alors le dernier point que je vais aborder,
c'est la question de la décence et de la vie morale. Parce que je vous ai dit que la question de la décence était chère à Orwell. Orwell, il ne se dit pas philosophe. Il est écrivain et journaliste. Il se dit penseur politique. Et donc, il ne va pas proposer de théorie générale sur ce qu'est l'État. Il ne va pas définir la démocratie, il ne va pas redéfinir les choses. Lui, il pose des questions simples. Quels sont les problèmes posés par les régimes totalitaires? C'est-à-dire que si on se pose la question de quels sont les problèmes, eh bien, on arrivera mieux à mettre le doigt dessus quand on est dedans. Et donc les problèmes, c'est celui de la vérité, c'est celui du pouvoir, c'est celui de la décence, c'est celui de la dignité, c'est tout ce qu'on vient de voir. Et donc il est très empiriste, il part des faits pour comprendre un système de domination. Il ne cherche pas à comprendre ce qui a conduit les hommes à en arriver là. Fabien vous a dit que dernièrement, j'avais pas mal travaillé sur Arendt, et ils sont contemporains. 1984 est paraît en 1949, et Les origines du totalitarisme paraît en 1951, 2 ans après. Donc ce sont vraiment des ouvrages contemporains sur le totalitarisme. Arendt, elle va s'attacher sur les origines, elle va essayer de comprendre comment les hommes en sont arrivés là, pour en arriver à cette idée de l'homme atomisé, déraciné, etc. Orwell, lui, a plutôt une position moraliste. Il se positionne dans une clé morale. Et cette clé morale, il va également l'appliquer à la question du nationalisme. Puisque très tôt, au moment de la Seconde Guerre mondiale, il va dire « je suis patriote ». Et à l'époque où en fait on est devant un système nationaliste, celui des nazis, eh bien il faut réussir à définir le patriotisme. Donc pour lui, le nationalisme, c'est le fait de s'identifier à une seule nation, en la plaçant par-delà le bien et le mal, au-delà du bien et du mal. C'est-à-dire que ma nation a raison, indépendamment du fait que ce qu'elle propose est bien ou mal, pour l'expliquer simplement. Et donc, tout ce qui va être mis en place est là pour promouvoir la nation. En tout cas, c'est comme ça qu'il définit le nationalisme. A contrario, le patriotisme est un attachement à un lieu, à une culture, qui ne se place pas au-dessus du bien et du mal, qui intègre les valeurs morales. Et donc, qui ne prétend pas imposer sa vision aux autres, mais qui est plutôt défensive de valeurs. En fait, elle défend des valeurs, mais elle n'impose pas, elle défend des valeurs. Et c'est en cela, c'est en tant que moraliste qu'il se positionne en patriote pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est également un précurseur de la décroissance. C'est le premier aujourd'hui, on parle beaucoup de la question de la décroissance, puisqu'il va proposer, face à l'aliénation du productivisme, du socialisme matérialiste, il va proposer de retourner à la décence ordinaire, à la vie des gens simples. Mais c'est pas un truc intello, c'est un truc qu'il a vécu dans les rues à Paris, au fond des mines. Et pour lui, vivre de manière morale demande de retourner à la décence ordinaire. Il comprend vite que l'homme industriel préfère désormais son confort, sa sécurité et son désir de liberté. Et que cette aliénation de masse est encore plus redoutable que toutes les dictatures. L'homme ne reste humain qu'en ménageant dans sa vie une large place à la simplicité. Alors que la plupart des inventions modernes tentent à affaiblir sa conscience, à émousser sa curiosité et de manière générale à le faire régresser vers l'animalité. Donc sa problématique, c'est vraiment celle-là, l'affaiblissement de la conscience, l'affaiblissement de la morale de nos sociétés du confort, qui sont une dictature bien pire que les, entre guillemets, vraies dictatures, puisque les vraies dictatures, on pouvait se révolter, on voulait les combattre, que notre confort, on est enlisé dedans. C'est la fameuse guerre froide qu'on ne veut pas mener. Parce qu'on est, en fait, on trouve notre intérêt personnel dans cette forme de dictature. Et donc c'est pour cela que le titre initial de 1984 était « Le dernier homme ».
Le dernier homme conscient, moral, qui n'est pas aliéné par ce système. Et donc ce qu'il propose est simple, une vie à hauteur d'homme. Il n'est pas pessimiste, parce que je vous parle de décroissance, mais il n'est pas pessimiste. Lui, il nous avertit sur le fait que le totalitarisme est un avenir possible, il y a 70 ans. Et qu'on pourrait ne pas le voir venir. Il écrit dans The Prevention of Literature « Pour être corrompu par le totalitarisme, il n'est pas nécessaire de vivre dans un pays totalitaire. » Je répète, pour être corrompu par le totalitarisme, il n'est pas nécessaire de vivre dans un pays totalitaire. Donc, en conclusion, sans explication intellectuelle, sans aucun mot de trop, il nous montre à travers une fiction, à travers un roman, mais également et surtout à travers sa manière de vivre, comment rester intègre. Orwell écrit en 1940, « À l'exemple de Dickens, inspirons-nous de l'homme ordinaire qui sait tout ce qu'il y a à savoir de l'éthique. » Gandhi ne dit guère autre chose. Gandhi qui tissait chaque jour. Donc plutôt que d'écrire ce qu'est le vrai pouvoir, il décrit les dérives du pouvoir. Et il nous montre en fait par sa manière de vivre qu'est-ce que l'expression du pouvoir. L'expression du pouvoir intérieur, avec une pensée claire, avec un cœur généreux, avec une volonté de servir l'humanité. Et comment est-ce qu'il sert l'humanité? En lui mettant sous le nez ses déviances actuelles. Voilà, j'ai terminé et je pense qu'on va pouvoir ouvrir le débat.